Bonjour à tous, merci, à notre audience fidèle de revenir nous voir, à nouveau ce jeudi en plein milieu de l'été et bienvenue à ceux qui découvrent ce format. Très rapidement, il s'agit d'un live de 15 minutes avec un sales trader d'Engie qui s'appelle Quentin Delisle. Pendant ces 15 minutes, on va décortiquer le marché. Bonjour Quentin, comment ça va? Bonjour Marc, ça va très bien. Bien, alors Quentin, aujourd'hui, en fait, comme on l'a mis dans nos messages, d'invitation, mais aussi les messages sur les réseaux sociaux, on a reprogrammé ce point car l'actualité, le requiert. On a énormément, en fait, de signaux qui nous alertent sur, ce besoin, en fait, de venir clarifier des choses. On a énormément, en fait, d'articles, beaucoup de prises de position, de prises de parole, sur le marché de l'énergie en ce moment. Ce que je te propose aujourd'hui, au lieu de balayer en fait l'actualité, du gaz, puis celle de l'électricité et éventuellement celle du CO2 comme on le fait classiquement, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de, partager en fait, ton analyse et ton point de vue par rapport aux 2 préoccupations majeures, du moment, à savoir, est-ce qu'on aura assez d'énergie, pour cet hiver? Parce que c'est un thème, en fait qui est assez, récurrent, qui est très présent, en ce moment et la deuxième partie, c'est, si on en a, à quel prix? Donc est-ce qu'on peut faire déjà un premier point, sur sur les risques qui concernent les volumes, et éventuellement en apportant, un éclairage quant aux dates, par rapport à ces volumes? Alors, en ce qui concerne les volumes, on a une actualité qui est dense, hein. On a eu déjà un mois de juin, qui était déjà assez impressionnant puisqu'en fait, on a parlé de volume à la fois sur le côté, gaz naturel liquéfié début juin parce qu'il y avait du coup un incendie, dans une usine qui liquéfiait du gaz qui a en vue d'être exporté aux États-Unis et qui du coup, cet incendie a rendu cette usine, non utilisable jusqu'à la fin de l'année. Donc ça a déjà impacté fortement le marché, en juin dernier. Ça, c'était accompagné de l'histoire de la turbine de Nord Stream 1, ce fameux gazoduc, hein, dont on parle très régulièrement, qui est du coup relie la Russie à l'Allemagne. Donc cette fameuse turbine qui ne fonctionnait plus et qui du coup a fait baisser drastiquement les flux russes vers l'Europe de l'Ouest, jusqu'à sa période de maintenance de juillet. Donc c'était une maintenance qui était prévue de longue date. Et il faut rappeler que la sortie de l'hiver, donc sur la partie printemps-été, on a souvent une période de maintenance, où du coup, on a des flux qui, au fur et à mesure, baissent, remontent en fonction des zones d'approvisionnement de l'Est et vers l'Europe de l'Ouest. Et du coup, ces flux avaient fortement baissé. Ce qu'on a pu voir également, c'est que même après cette maintenance, les flux russes ont repris, mais d'une certaine façon, ils sont très bas. Et ils le sont encore plus depuis ces dernières 24 heures, suite aux annonces de Gazprom de lundi dernier, comme quoi ils allaient rebaisser de façon drastique les flux vers l'Europe de l'Ouest, dans le sens où on a un prétexte de nouveaux problèmes sur une turbine qui force du coup à baisser le flux de gaz russe vers l'Europe. Évidemment, il est encore de nos jours très difficile de vérifier justement si c'est réellement un problème technique ou si c'est un problème d'ordre plus politique en soi, sur une volonté du Kremlin d'aller baisser potentiellement les flux entre la Russie et le reste de l'Europe. Donc, évidemment, ça laisse toute la question des stockages, puisque ça fait déjà plusieurs mois qu'on entend parler de mesures gouvernementales en vue de mettre comment dire, une target, hein, une cible sur le taux de remplissage des stockages en vue de l'hiver prochain. On avait entendu parler des 95% pour l'Allemagne, des 90% pour la France, et du coup, on les suit au fur et à mesure, ces stockages, de façon à voir quel est leur taux de remplissage. Il faut bien voir que actuellement, la Russie, pour l'Europe, c'est globalement 30% de son approvisionnement en gaz et qu'il est du coup difficile de pouvoir s'en passer dans le contexte que l'on connaît actuellement, et on verra également dans la seconde partie, du coup, les volumes en parlant d'électricité tout à l'heure. Mais du coup, pour passer l'hiver prochain, on met en place, des systèmes d'approvisionnement de façon à laisser ces stockages se remplir au fur et à mesure, et
globalement, jusqu'à cet été, nous étions sur une très bonne voie. Ce qu'il faut voir, c'est que la France est quasiment au seuil le plus haut qu'elle ait connu à la même période sur les 5 dernières années. Ce n'est pas forcément le cas pour les autres pays d'Europe de l'Est, hein, comme par exemple l'Allemagne, tout simplement. L'Allemagne est plutôt aux alentours de la moyenne de ces 5 dernières années, mais elle n'est pas au-dessus comme peut l'être la France avec ses capacités de gaz naturel liquéfié. Donc, du coup, si on regarde plutôt la moyenne européenne, hein, on le rappelle souvent que les analyses de marché se font aussi au niveau européen, puisqu'on est tous interconnectés. On parle d'ailleurs d'envoi de gaz potentiellement depuis la France vers l'Allemagne, puisque c'est eux qui subissent le plus les affres de la baisse des flux en provenance de Russie. Et donc, c'est quelque chose qui est très regardé. Ce qu'il faut voir Quentin, également. excuse-moi. Ouais. Quentin, excuse-moi, je t'interromps une seconde pour te poser une question sur les stockages. Tu as dit que les niveaux de stockage de cette année étaient supérieurs à une année donnée et équivalents à une autre année. Donc ça veut dire que c'est une bonne nouvelle ou Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle et est-ce que ça pèse justement dans l'économie? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que c'est une bonne nouvelle globalement, puisque à la même année l'année dernière, malgré tout ce que nous connaissions, finalement, on a des stockages aujourd'hui qui sont meilleurs finalement qui sont globalement pour l'Europe autour de la moyenne de ces 5 dernières années. Donc, ce qui est une très bonne nouvelle, puisque la situation aurait pu être pire par rapport à ce qu'on avait justement l'année dernière à la même date. Donc, il faut bien voir que cette situation sur le stockage va être surveillée au quotidien et va aussi du coup dépendre de ce qui va se passer en termes de rigueur climatique également sur cette fin d'été et aussi par rapport à l'hiver prochain. Donc, voilà un peu pour cette partie un peu plus, on va dire, volumétrie gazière. Qu'en est-il finalement aussi de l'électricité? Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'électricité, c'est aussi quelque chose qui est produite par rapport à de multiples actifs de production. Donc, on a le nucléaire, par exemple, pour la France. D'ailleurs, Marc, on souhaitait partager avec vous un graphique illustrant un peu ce qui se passe sur la situation du nucléaire aujourd'hui en France. Ça y est, Est-ce c'est que à l'écran. c'est à l'écran? Parfait. Ouais. Alors, du coup, vous avez sur ce graphique, globalement, la production d'électricité par mois. Donc, en fait, globalement, avec le mix énergétique français, donc on se rend bien compte que les barres oranges représentent du coup la production nucléaire, hein, qui correspond globalement à un peu plus de 70% du mix de production d'électricité en France. Et on voit que depuis le début de l'année 2022, cette production est plutôt en baisse. Certes, elle est en baisse globalement sur la même période à différents moments, mais sauf que la volumétrie est beaucoup plus faible pour cette année. Autre détail important que l'on voit sur ce graphique, c'est la ligne en rouge que vous avez du coup sous ces barres-là. Elle est dans la zone négative du graphique, puisqu'en fait, globalement, quand cette ligne est sous le niveau de 0, comme c'était le cas durant ces 5 ou 6 dernières années, eh bien, ça veut dire que la France était exportatrice d'électricité. Alors qu'en fait, on voit que depuis le début de cette année, globalement, la France est quasiment importatrice d'électricité, encore plus aujourd'hui. Et donc, en fait, ce qui explique aussi en partie pourquoi les prix peuvent être aussi élevés, puisqu'en fait, on est obligé, avec la faiblesse de la production nucléaire française, d'aller chercher à certains moments de l'électricité chez nos voisins, d'avoir du coup d'autres moyens de consommation, de production, pardon, qui puissent permettre de compenser cette baisse de coût de la production nucléaire qui du coup représente 70%. Une fois qu'on a dit ça, finalement, on se rend bien compte qu'il faut regarder un mix énergétique finalement qui est plutôt européen, un mix de production d'électricité européen, où du coup la part du nucléaire n'est pas de 70%, mais plutôt de 30%, avec en face 30% de renouvelables, avec l'intermittence évidemment du renouvelable, en fonction de s'il y a du vent, du soleil ou autre, et également du coup 40% de production d'électricité à partir de fossiles, donc globalement du gaz et du charbon. Quand l'on voit du coup la situation sur le gaz actuellement, il faut aussi voir que la situation sur le charbon n'est pas beaucoup mieux, puisque globalement, on a des stockages qui sont très faibles et que les prix du charbon sont également très élevés. Et bien, du coup, on compense ce manque d'électricité avec du coup des combustibles qui coûtent très cher aujourd'hui. Donc, c'est une situation en termes de volumétrie qui est du coup complexe, puisque du coup, notre nucléaire français ne peut pas produire autant qu'on le souhaite, et du coup, il faut compenser et importer de l'électricité depuis d'autres pays. Très bien.
Donc ça, c'est pour les volumes. Alors, on a vu en fait qu'en complément de ces inquiétudes sur la disponibilité des volumes, il y a beaucoup de prises de parole, beaucoup de prises de position sur tous les élans de sobriété énergétique et la nécessaire posture économique, la nécessaire posture de anti-gaspillage en fait, que tout le monde doit adopter pour les mois à venir. J'aimerais maintenant qu'on regarde la suite. C'est-à-dire qu'on sait à présent que, voilà, sur les volumes en gaz et en électricité, enfin, on a un éclairage synthétique, merci. Maintenant, est-ce qu'on peut regarder le lien, en fait, avec le lien et l'impact sur les prix? Notamment, en début de semaine, il y avait beaucoup de bruit sur les réseaux sur un éventuel doublement des prix à terme. On a parlé de 500 € dans la presse. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que c'est ces 500 € et qu'est-ce que ça représente en fait concrètement? Parce que j'ai l'impression que parfois, on va dire l'énergie coûte 500 €, mais c'est sur quelle nature, quel volume, quel type d'énergie? Alors, globalement, les 500 € font référence principalement au marché de l'électricité. 2 marchés. Un côté, le marché spot, c'est-à-dire la production d'électricité au jour le jour, avec du coup l'appel au nucléaire, l'appel aux renouvelables, au gaz ou autre. Et donc, on a vu des jours où le spot de l'électricité, c'est-à-dire le du jour pour le lendemain, ce que l'on peut voir des fois pour certaines heures, en fait, on était à plus de 500 €. C'était également le cas pour cette journée du 28 juillet. 500 €, c'est également le prix que l'on a pu voir sur ce qu'on appelle les prix forward, donc c'est-à-dire les prix pour les années à venir, donc c'est-à-dire 2023, qui du coup a pricé, donc a vu son prix être coté aux alentours des 500 € du mégawattheure. C'est du coup un prix extrêmement élevé par rapport à ce qu'on a pu voir du coup durant ces 10 dernières années. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est un prix à un instant T. Depuis le début de l'année, on avait des prix qui étaient très largement inférieurs à 500 €. On était aux alentours de 200-300 € du mégawattheure. En mars dernier, nous étions d'ailleurs à 300 € du mégawattheure. Donc, effectivement, depuis le début de l'année, les prix ont presque doublé. Mais ce qu'il faut voir, c'est que par rapport aussi à 2 ans, il y a 3 ans, on a aussi des multiplications qui sont par 5, par 10 en fonction de certaines périodes. Et donc, certaines entreprises qui ont anticipé certains mouvements ou autres et qui ont anticipé leur budget principalement, plus que d'anticipation de mouvement, puisqu'il est très compliqué de pouvoir le faire. Et sur l'anticipation budget, on commençait à acheter avec des prix inférieurs à 100 €. On se rappelle des expressos qu'on a pu faire en 2020, où les prix étaient tombés très très bas pendant le confinement, où certains acheteurs avaient pu acheter du coup du 2021, du 2022, mais également à cette époque-là aussi potentiellement du 2023 pour se prémunir d'évolution budgétaire. Donc, effectivement, on a énormément de tensions sur les prix. Les 500 € ont pu faire très, très peur au marché. C'est du coup la vision à date de l'électricité pour la livraison 2023 sur l'électricité en France. D'accord, donc ça, c'est pour les 500 € dont on entend parler. Et globalement, du coup, comment ça se passe, pour les prix? Puisqu'on voit bien qu'il y a moyen de faire de faire un mauvais calcul avec une mauvaise période de référence, et de donner des informations qui sont assez sensationnelles, mais ça, c'est un mauvais postulat. Pour l'électricité, comment ça va en ce moment? Qu'est-ce qu'on a comme perspective pour la fin de l'année? Pour l'électricité, globalement, ce qu'on voit, c'est que du coup, les prix sont à 500 pour le 23 et puis après pour, du coup, du 2024 ou du 2025, les prix sont bien moins chers actuellement, ce qu'on a appelé la fameuse backwardation, des prix de l'énergie. D'accord, et pour le gaz? Alors pour le gaz et après tout ce qu'on a pu se dire, hein, sur tout ce qui concernait du coup la volumétrie des flux russes, le fait que l'Europe devait aller chercher du gaz naturel liquéfié qui coûte cher puisque globalement il y a aussi une demande internationale qui est derrière, sur le fait qu'il fallait reconstituer aussi également des stockages et prévoir pour l'hiver prochain. Eh bien nous avons un gaz qui est très, très cher. Ce qu'on appelle le marché spot, comme on l'a vu pour l'électricité, eh bien ces derniers jours était à plus de 200 €. Il faut voir qu'on n'avait pas atteint ce niveau-là depuis mars dernier, quand il y avait eu le début du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Donc on avait vu les prix monter d'une façon fulgurante globalement. Et bien hier encore, on a vu du coup des prix du gaz aux alentours de 200 € du mégawattheure sur le marché spot. Concernant les livraisons ultérieures, donc ce qu'on appelle le marché forward,
du CAC 23, du 2024, du 2025, on est du coup plus bas et on est aussi moins cher sur les indices français actuellement que sur les indices voisins européens très connus comme le TTF par exemple, qui du coup subit beaucoup plus les affres, comme je l'avais dit tout à l'heure, des flux russes. Parfait. Du coup, on a donc un bilan, un panorama complet et à travers les exemples que tu as donnés, on comprend bien que là encore, ceux qui tirent leur épingle du jeu, c'est ceux qui ont anticipé en fait les achats sur le CAC 23 par exemple. Quelles recommandations on peut donner là à fin juillet et en attendant la rentrée et le prochain rendez-vous? Les recommandations sont, alors, on parle plutôt souvent de perspectives et elles sont complexes dans ce marché tellement il est imprévisible par rapport aux événements qu'on a pu évoquer entre des incendies, des décisions politiques ou autres. Donc, il est très difficile de pouvoir avoir des prédictions à court ou à moyen terme. Ce qu'il faut également voir, c'est que dans notre discours, il n'y a pas forcément de très bonnes nouvelles en perspective et attendues actuellement. Donc, il faut être très vigilant une fois de plus. Aussi de potentiellement diluer aussi ses prises de position. Le fait de fixer un prix à des moments parfois très élevés, c'est se prémunir contre une potentielle hausse future pour par exemple cet hiver ou autre. C'est de ce qu'on appelle un clic de précaution aussi dans notre jargon. Et le fait de le diluer peut permettre de faire passer ce pic-là avec d'autres clics s'il y a une opportunité présente d'ici la fin de l'année. Attention, ce sont des marchés où il y a souvent ce qu'on appelle une date limite, une deadline, de façon à pouvoir construire son budget et que du coup, on ne sait pas si les marchés d'ici là pourront redescendre ou non. Parfait, merci Quentin, on a dépassé, il est 14h01. Merci à tous pour votre présence. Il y a un certain nombre de questions, j'ai commencé à y répondre par écrit dans le chat. Est-ce que pour celles et ceux qui attendent une réponse, est-ce que vous pouvez nous laisser votre adresse mail? Je ne publie pas les adresses mail, mais on va rester en fait à l'écrit quelques minutes avec Quentin. L'idée, c'est soit de vous répondre en live si vous restez connecté, mais par écrit donc dans le chat, en privé, soit de vous apporter une réponse ultérieurement, notamment pour les différentes demandes de cotation et par rapport à vos cas d'activité très particuliers. Merci de nous avoir suivis. Il y aura un replay si vous souhaitez le partager avec vos collègues, vos collaborateurs, pour reprendre toutes ces informations. Notre prochain rendez-vous sera le 8 septembre. Et le jeudi 8 septembre, on aura un éclairage des marchés à nouveau, peut-être avec un point de vue différent. En tout cas, d'ici là, eh bien, excellent mois de juillet à tous. À bientôt, Quentin. À bientôt, Marc. Belle été à tous.